Être enseignant, enseignante, c'est naviguer entre deux mondes. Celui des élèves qui nous habitent encore la porte de la classe fermée et celui de notre propre vie intime, à la maison, avec nos proches. Un glissement permanent entre ces deux mondes où les frontières s'effacent, où la sonnerie de la classe résonne encore dans le silence de notre salon. Comment redevient-on une maman, un ami, une compagne, une personne avec des obligations, des envies, des folies quand on a passé la journée à faire pour les autres ? Je suis Nathalie Dreyfus, animatrice d'Être Prof, le podcast, qui entre dans les classes et le quotidien des enseignants. Bienvenue dans ce numéro hors série. Pour ce nouvel épisode, Claire et Amandine nous emmènent sur ce fil ténu de notre équilibre entre notre vie pro et notre vie perso. Un fil sur lequel, en tant qu'enseignant, enseignante, on marche en tentant de ne pas basculer vers la rupture. Je suis Amandine, j'ai 44 ans, je suis professeure de français au collège depuis une vingtaine d'années. La question de l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle s'est imposée à moi d'abord pendant le confinement et puis l'année qui a suivi puisque j'ai été absente pour moi, pour mes enfants et j'ai dû faire face à une incompréhension des parents mais surtout de certains élèves et je me suis retrouvée complètement débordée et noyée. Noyer. Voilà bien un terme souvent utilisé pour dépeindre un quotidien ultra chargé. Je m'appelle Claire, j'ai 44 ans, je suis enseignante depuis 22 ans et la question de l'équilibre entre ma vie pro et ma vie perso s'est imposée à moi en 2018 quand j'ai vécu ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out. Passer du sentiment de noyade au burn-out à la rupture, un passage qui s'inscrit insidieusement. Quand j'ai débuté, je manquais de confiance en moi. J'avais bien réussi le concours, mais la différence entre le réel et ce que j'avais appris m'a très vite déstabilisée. Je me suis rendu compte que finalement, être très bon en didactique et en pédagogie ne suffisait pas et que l'expérience sur le terrain allait m'apprendre beaucoup. D'année en année, je me suis jetée à corps perdu dans ce travail de recherche, dans la précision de mes séances, dans le matériel que j'utilisais, la construction, les gestes professionnels. Et je me suis laissée quelque part emporter par mon désir de bien faire dans ce métier qui est ô combien passionnant, ô combien riche, ô combien exigeant. S'investir à corps perdu, ne pas compter son temps, penser à ses élèves pour les faire réussir, une mission qu'on n'apprend pas à laisser au vestiaire une fois la cloche sonnée. Quand j'ai commencé, j'étais loin de penser à tout ça et j'imaginais que comme tous les gens qui pouvaient travailler autour de moi, donc ma famille, mes amis, mon conjoint, une fois que le travail est terminé, on rentre chez soi et puis la vie personnelle reprend ses droits. Naïvement, j'avais cette impression que tout était bien marqué, tout était bien séparé de façon nette. Et puis petit à petit, en fait, on se rend pas compte, en tout cas moi je me suis pas rendu compte que je me laissais embarquer dans le travail et je comptais pas mes heures. Un boulot donc dont on apprivoise petit à petit les deux phases, celle devant élève et celle hors élève. C'était important pour moi de parfaire mon travail, c'était important de m'investir, de donner le plus possible pour que mes élèves aient le meilleur de moi-même. C'est vraiment une pression que je me mettais toute seule. Et donc, que ce soit pendant les week-ends, pendant les vacances, ma vie était consacrée au travail. Petit à petit, je me suis rendu compte que ce travail mangeait mon énergie et mon temps. Donc tout mon quotidien tournait autour du travail. Je prenais ma douche, je pensais travail. Dans la voiture, je pensais travail. Un film, je pensais travail. Donc en même temps, le quotidien, la vie personnelle venait nourrir tout ce que je pouvais faire en classe. Je voyais un film, j'écoutais un podcast, je voyais une publicité. Hop, tout de suite, j'essayais de raccrocher. C'est même pas j'essayais, puisque c'était une évidence pour moi. Tout de suite, il y avait le lien qui se faisait avec ce que je faisais en cours avec les élèves.
Et c'est vrai que sans faire attention, je ne vivais quasiment que pour le travail. Et même si j'y prenais grand plaisir, parce que c'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit au quotidien, quelque chose que j'aime faire. Ça a pris beaucoup de place dans ma vie. Et j'avais du mal vraiment, enfin j'y pensais même pas, je pensais même pas à cette frontière entre vie personnelle et vie professionnelle. Tout était imbriqué. On s'engage, on se dépasse, on franchit la ligne rouge parfois, et de plus en plus souvent, jusqu'à ne plus être capable de sortir sa pensée du boulot. Je crois que je n'ai pas vu tout de suite la limite à me poser dans ce métier. En manquant d'expérience et de confiance en moi, je pense que j'ai franchi la ligne rouge petit à petit. Je m'en suis rapprochée, puis j'ai fini par la franchir. Et là, il a fallu se calmer. C'est ma propre perception de mon travail et mon manque de confiance en moi qui ont fait que je me suis laissée emporter par la pression que ce travail peut mettre. Au-delà des cours à préparer, il y a ce rapport qu'on entretient avec nos élèves. Des rapports de personnes responsables, de la sécurité affective de nos élèves, à des petites personnes qui comptent sur nous. Une sécurité dont on a difficulté à se départir une fois les élèves sortis de notre classe. On a toujours quelque chose à faire quand on est enseignant. Il n'y a pas, on pourrait toujours 24 heures sur 24 travailler sans aucun souci. Mais on parle peu, je trouve, de la charge émotionnelle. Et moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à prendre du recul avec les situations que pouvaient vivre mes élèves. Et il était impossible pour moi de rentrer chez moi, de me poser dans mon canapé et de fermer la porte sur ce que je savais de la situation de certains élèves, de ce qu'ils pouvaient vivre à la maison. C'était vraiment très compliqué pour moi à gérer émotionnellement. La question de cet équilibre est tout personnelle. On peut passer sa vie au boulot, physiquement ou dans sa tête, et se sentir bien. C'est donc ça l'indicateur. Est-ce qu'on est OK avec cet état où perso et pro s'entremêlent ? Est-ce que notre entourage souffre de cela ou pas ? Le jour où j'ai vraiment pris conscience de tout ça et de l'importance de poser les limites et de vraiment faire exister cette frontière entre vie professionnelle et vie personnelle, c'est pendant le confinement, j'étais toujours sur mon téléphone à checker les messages de mes élèves, à essayer de voir qui se connectait, qui ne se connectait pas, à essayer de raccrocher au maximum mes classes. Et ma deuxième fille m'a dit « Mais maman, t'es plus avec tes élèves qu'avec nous ». Et là, il n'y avait plus du tout de frontières. Et donc, c'était le moment de... ça a été trop pour moi. Et il y a le jour de trop, celui qui nous fait dire « plus jamais ça ». Il faut donc apprendre à partir de là à faire autrement, se départir de sa culpabilité, faire moins mais mieux. En 2018, la bascule, je me rends compte que j'ai la boule au ventre pour aller au travail, que je suis épuisée, que je suis fatiguée, que les chemins du retour à la maison sont compliqués. Et là, je décide d'en parler à mon médecin qui lui m'arrête d'abord... m'arrête 10 jours. Je voulais qu'il m'arrête 2 jours pour souffler et il m'a dit non, là c'est 10 jours. Pendant ces 10 jours, donc j'ai dormi, je me suis reposée et j'ai pris conscience que quelque chose n'allait pas dans ma manière de travailler, que ma vie était déséquilibrée et que certes mon travail me passionnait, me guidait, m'animait, mais qu'aussi il me dévorait de l'intérieur et qu'il fallait que je redonne une place plus raisonnable à ma vie de famille, aux soins que je devais m'apporter. Et que voilà, que c'est par cet équilibre retrouvé que certainement un bien-être allait revenir. On décide alors de changer des choses dans sa vie. On prend des résolutions, grandes et moins grandes.
On teste, on s'écoute. J'ai mis quand même du temps à me défaire de mes vieilles habitudes, puis c'est avéré que j'ai été très très souvent absente, donc soit pour moi, puisque j'ai été malade plusieurs fois, soit pour mes propres enfants, pour les faire tester ou pour les garder quand ils étaient malades. Donc j'ai été vraiment très très absente et j'ai énormément culpabilisé. Et pour tenter de contrer tout ça, je passais mon temps sur Pronote à essayer de donner des devoirs, des évaluations, du travail, faire un suivi de mes élèves. Je me suis rendu compte en fait que au lieu d'en faire toujours plus pour combler les manques que j'avais l'impression de créer auprès de mes élèves, en fait je ne m'occupais plus du lien aux élèves et j'étais loin d'eux et j'ai mal compris ce qui était le plus important pour eux. Et je crois que je me suis perdue. Puis il y a cet immense sentiment de culpabilité, d'avoir commis une grande faute, de ne plus savoir gérer, d'être noyée. Et en même temps à la maison, forcément mes enfants avaient besoin de moi et j'étais pas non plus à 100% avec eux. Donc c'était vraiment un joyeux pêle-mêle, enfin pas du tout joyeux pour le coup, où j'étais complètement noyée et tout le monde en pâtissait, que ce soit côté pro ou côté perso. Donc face à tout ça, il fallait absolument que je trouve une solution pour repartir sur de bonnes bases, pour avoir un quotidien plus sain, moins mouvementé, plus apaisé. Le chemin est long pour passer du chaos au calme retrouvé. Ça a mis du temps. Et je pense que je suis toujours en rééducation aujourd'hui. J'essaie davantage de m'écouter quand je vois que mon corps ou que ma fatigue me parle. J'essaie de voir où est-ce que je déborde, où est-ce que la balance penche, souvent du côté du travail. Et là, je me remets tout de suite des freins dans ma pratique. Et j'essaie davantage de faire attention à moi et à mes enfants. Mais oui, il a fallu du temps, il a fallu un accompagnement par un médecin bienveillant. C'est aussi grâce à ma famille, à mes enfants, à mon époux, que j'ai pu prendre de la distance et reconnecter avec le réel, avec un réel beaucoup plus équilibré. Il a fallu entrer en résilience sur un certain nombre de points avec lesquels je vis aujourd'hui bien. Mais il a fallu passer par un moment de réflexion sur ce que je pouvais faire et ce que je ne pouvais pas faire dans le temps qui m'était imparti. Je pouvais auparavant travailler jusqu'à 70 heures par semaine, le soir, la nuit, le week-end, je ne m'arrêtais pas. Et quand j'ai pris le temps, lors de cette année 2018, de calculer mon nombre d'heures par semaine, là j'ai pris conscience qu'il y avait un réel problème. Et du coup je me suis dit, je ne peux pas laisser ma santé dépérir de cette manière et ma vie de famille au détriment, ce travail ne peut pas m'absorber tout entière. Il faut rétablir un certain équilibre. Et donc je me suis fixé des objectifs au début minimes, par exemple couper les notifications du travail, les mails, les groupes WhatsApp, les groupes chat, les groupes d'échange entre enseignants, pour déjà ne pas être toujours sur le qui-vive. Ça a été le premier geste. Et un geste salvateur, parce qu'aujourd'hui, du coup, je n'ai plus de notification de nulle part. La seule notification, c'est mon réveil le matin. En m'obligeant à me mettre un timer pour les corrections, les préparations, hormis quelques soirées, rendez-vous parents, où là, on se rend disponible bien évidemment plus tard, ça m'a permis de réguler un peu mieux ma charge de travail, d'accepter de ne pas pouvoir tout faire comme je le souhaitais, de manière parfaite, jusqu'au bout. Ça m'a obligée à entrer dans une sorte de lâcher-prise qui finalement a été beaucoup plus structurant
dans ma pratique pédagogique que ce sempiternel besoin de contrôle que j'avais au tout début. Donc couper les notifications, me mettre des créneaux de travail, m'accorder des pauses et de vrais week-ends, comme tout un chacun, normalement. Ça s'est fait progressivement, petit à petit. Apprendre à dire non, à enlever, élaguer semble pour Claire et Amandine le premier travail pour tenter de retrouver une frontière, toujours un peu poreuse entre la vie de classe et la maison. J'ai décidé 2 choses. La première chose, c'est vraiment de faire en sorte qu'une fois chez moi, je sois un maximum avec ma famille et loin du travail, autant que faire se peut. Donc déjà, la grande décision, c'est que je me suis mis des horaires auxquels je ne touche plus à ma messagerie professionnelle. Donc j'ai paramétré Pronote pour faire en sorte que quand les familles ou quand la hiérarchie ou quand les collègues m'envoient un message à certaines heures ou à certains moments, il faut paramétrer les moments où on est disponible ou pas, eh bien les gens peuvent m'envoyer un message, mais ils vont recevoir un message de retour qui leur indique que je ne suis pas disponible et qui leur indique surtout à quel moment je le suis. Donc là, comme ça, les parents et les collègues et la hiérarchie sont au courant. Je ne suis pas joignable à ces moments-là. Et de la même façon, j'ai désinstallé l'application de mon téléphone. Donc si vraiment je veux avoir accès à ma messagerie professionnelle, je dois aller dans mon bureau, sur mon ordinateur, me connecter pour pouvoir lire tous mes mails. Et ça paraît pas grand-chose, mais je trouve que ça m'a permis de bien couper et de me faire un peu ma bulle. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir, hein. Je dis non aussi à des choses qui me nourrissaient, mais je crois que là, je ressens vraiment le besoin de mettre un frein à certaines choses et je commence aussi à comprendre que je ne peux pas être partout, je ne suis pas une super-héroïne et je dois aussi penser à moi et faire au mieux les choses pour lesquelles je me lève le matin, c'est-à-dire d'abord, avant tout, faire court. Et tout ce qui est autour, je peux aussi passer la main ou dire non, tout simplement. Une réelle réflexion donc pour Amandine et Claire, actée par des décisions très concrètes qui leur permet de tracer une frontière entre leur moi privé et leur moi professionnel. Je peux dire aujourd'hui que j'ai trouvé un certain équilibre qui se caractérise par une frontière plus marquée entre vraiment les moments où je travaille et les moments où je suis vraiment dans mon rôle de maman, de conjointe, juste moi. Je suis juste moi et je fais autre chose que de travailler. Et parfois, quand je sens que je suis prête à redéborder ou à être envahie, je me pose vraiment et j'essaye de voir ce qui est le plus important au moment où je me pose la question. Est-ce que vraiment j'ai besoin tout de suite de faire cette activité ou de refaire une évaluation ou d'envoyer des mails? Est-ce que vraiment je peux pas remettre ça plus tard? Et si c'est le cas, je le note. Je fais vraiment très attention à mon organisation. Je planifie beaucoup toutes mes corrections, toutes mes préparations de cours. J'essaye de vraiment bien planifier 1 voire 2 semaines à l'avance pour être sûre de ne pas être débordée. Aujourd'hui encore, je lutte avec mon désir de bien faire et de vouloir répondre à tous les besoins. J'essaye en tout cas de me dire que certaines choses, je ne peux pas les contrôler, je ne peux pas les maîtriser, et que pour être bien avec les élèves, pour être bien dans mon travail, il faut d'abord que je sois bien moi, avec moi-même, dans ma famille, que je sente que je réponde aussi aux besoins de mes proches, pour pouvoir ensuite répondre aux besoins de mes élèves. Donc la reconstruction est progressive, est longue, et donc moi là, ça fait 6 ans. Et je suis toujours vigilante à mon état de santé, à mon état de fatigue. Et quand je sens qu'il y
qu'il y a un trop, j'essaie de voir si c'est à cause de mon travail. Est-ce que j'ai trop donné? Est-ce que je me suis trop éparpillée? Est-ce que j'ai trop creusé une question ou un geste professionnel? Qu'est-ce qui fait que je suis dans cette étape? Ça peut arriver parfois que je sois simplement fatiguée parce qu'il fait pas beau. Mais voilà, c'est souvent lié au travail. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je me dis stop, là, attention, on va faire un petit break. C'est un équilibre toujours précaire, un travail de tous les jours que de se préserver, de rester vigilante au trop. Avec cette expérience, qu'ont-elles appris, Amandine et Claire? Quels conseils elles se donneraient à elles-mêmes pour ne pas chuter ou ne plus chuter? Si je devais, m'adresser à celle que j'étais il y a 20 ans, je lui dirais sois toujours passionnée, garde la même envie de vouloir faire progresser tout le monde, mais attention, pour le faire, il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu te mettes des limites dans ton travail, parce que tu ne peux pas donner ce que tu veux si tu es épuisée ou si tu es absente de la classe. Donc sois vigilante, sois passionnée, mais par la vie, qui englobe la vie professionnelle et la vie privée. Si je pouvais m'adresser à celle que j'étais avant, toute perdue et noyée, je lui dirais que tu es d'abord toi-même et ensuite tu es enseignante. Mais il faut éviter de se perdre et de se noyer dans ce métier qui nous prend beaucoup d'énergie et qui est un métier formidable. On apporte beaucoup de choses, mais on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas tout guérir, on ne peut pas s'oublier. Il faut vraiment penser à soi, se mettre au centre de tout et vraiment faire attention à nous, notre bien-être, notre qualité de vie pour pouvoir ensuite, de façon posée, de façon apaisée, pouvoir travailler et donner aux élèves quelque chose de qualité, un travail de qualité. C'est très beau de vouloir tout donner et de vouloir offrir le meilleur à tes élèves et à leur famille. C'est vraiment très très beau. Mais ne t'oublie pas, pense d'abord à toi et le reste suivra. À écouter Amandine et Claire, le point de bascule qui les fait passer à l'épuisement devient une prise de conscience, où l'effondrement personnel révèle un effondrement systémique, et cette responsabilité ne doit en aucun cas être écartée. Claire et Amandine nous ont raconté des histoires non de défaite, mais de résistance. Mais soyons honnêtes, c'est pas toujours le cas. Résistance à un modèle qui consume celles et ceux qui ont choisi de transmettre, d'élever, de faire grandir. Résistance à l'idée qu'un métier puisse vous détruire plutôt que vous construire. Être enseignant, enseignante, c'est porter le monde sur ses épaules. Mais porter le monde ne veut pas dire s'écraser sous son poids. Il est temps de réinventer notre rapport au travail, de réenchanter ce métier, de le réhumaniser. Parce que derrière chaque burn-out, il y a un professeur, un être humain, unique, irremplaçable. Merci à Claire et Amandine pour leur témoignage. Et merci à vous, auditeurs, d'avoir partagé ce moment avec nous. Je suis Nathalie Dreyfus et c'était Être prof, le podcast qui vous emmène au cœur des classes et du quotidien des enseignants. À bientôt! C'était le hors-série d'Être prof, le podcast. Retrouvez nos ressources, nos tuteurs et tutrices sur êtreprof.fr. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, réalisée et mixée par Benjamin Massé et Yann Thierry et produite par l'Acme Productions.